Bienvenue à tous. Ce soir, je creuse profondément dans Minecraft, dégageant des tunnels et collectant des ressources. C'est un travail lent, mais ça me rappelle quelque chose. Parfois, il faut traverser beaucoup d'endroits sombres et difficiles avant de trouver quelque chose de vraiment précieux. Et l'histoire de Reddit d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Quelqu'un forcé de repartir de zéro pour finalement tout reconstruire à sa manière. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma mère a volé mes 45 000 € de fonds pour l'université pour la maison de ma sœur, alors j'ai dormi dans ma voiture à 18 ans. Aujourd'hui millionnaire, je les ai affrontés à nouveau et j'ai renversé la situation. » C'est un mélange de trahison, de résilience et de revanche ultime. Le moment qui a redéfini ma vie a été de voir ma sœur Amélie et notre mère Élodie franchir la porte de la réception pour ma nouvelle maison à 1,2 million d'euros, un témoignage de chaque nuit blanche et sacrifices investis dans le lancement de ma start-up technologique. Pourtant, ma poitrine s'est serrée et un frisson m'a parcouru lorsque j'ai croisé leur regard familier, un regard qui m'a ramené à mes 17 ans, la nuit où tout s'est effondré. Élevé à Nantes, notre famille semblait ordinaire en surface. Papa travaillait comme comptable, maman gérait une petite boutique de fleurs, et nous avions 2 filles, plus un labrador nommé Max. Mais sous cette façade, les choses étaient loin d'être parfaites. À 13 ans, les fissures ont commencé à apparaître. Papa est parti, et bien que le divorce n'ait pas été explosif, ce qui a suivi a préparé le terrain pour des années de chaos familial. Amélie, de 4 ans mon aînée, a épousé Thierry, un avocat issu d'une famille aisée. Leur mariage somptueux a vidé les économies de maman. Plus de 60 000 € qu'elle n'avait pas les moyens de dépenser. Parce que, comme elle le disait, le mariage d'une fille est un événement unique. À 18 ans, je jonglais avec 2 emplois à temps partiel, suivais des cours à l'université communautaire et pouvais à peine me permettre mon rôle de demoiselle d'honneur. Puis sont arrivés leurs enfants, Sophie, Liam et Emma. À chaque enfant, le sentiment de supériorité d'Amélie grandissait, et maman était toujours là pour les tirer d'affaire, souvent à mes dépens. « Ta sœur a une famille à soutenir, » disait maman. « Pourquoi as-tu besoin d'argent pour des manuels ? La bibliothèque est gratuite. » Pendant ce temps, je m'épuisais, travaillant comme caissière le matin, tutrice le soir et développeuse freelance le week-end. Le sommeil était un luxe rare. Papa a disparu à Bordeaux, fondant une nouvelle famille, et maman rendait presque impossible pour lui de me contacter, oubliant de transmettre ses appels ou supprimant accidentellement ses emails. Pourtant, j'ai continué. Pendant qu'Amélie publiait des photos de vacances familiales parfaites, je passais des nuits blanches à coder et étudier. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe, mais maman a quitté ma cérémonie tôt parce qu'Amélie a appelé. Emma avait une légère fièvre. Je ne me suis jamais plainte. J'ai accepté et juré de construire mon propre succès, sans l'approbation de personne. Mais je n'avais jamais anticipé comment mon 17e anniversaire redéfinirait tout, menant à une confrontation 15 ans plus tard. C'était un mercredi, mon 17e anniversaire, et j'avais réussi à avoir la soirée libre, une pause rare. Je ne m'attendais pas à une grande fête. Amélie et Thierry attendaient leur 3e enfant, accaparant toute l'attention de la famille. Pourtant, atteindre 17 ans semblait significatif. J'étais adulte, j'avais terminé le lycée et obtenu des bourses partielles pour 2 universités. En rentrant du tutorat, j'ai trouvé maman et Amélie à la table de la salle à manger, penchées sur des documents. Elles ont à peine levé les yeux. « Il y a des pâtes au frigo !» a marmonné maman, les yeux rivés sur les papiers. J'ai réchauffé de la nourriture et me suis assise à côté, curieuse. « De quoi s'agit-il ?» ai-je demandé. Maman a levé les yeux. Juste des questions de finances. Amélie et Thierry ont besoin d'une maison plus grande avec l'arrivée d'Emma. J'ai hoché la tête, habitué à ces discussions. Mais un frisson m'a traversé. Pourquoi regardez-vous mes formulaires universitaires ? Amélie a soupiré lourdement. Autant lui dire, maman. Maman a ajusté les papiers et m'a fixé avec ce regard, celui qui précédait toujours un sacrifice familial. Clara, il faut qu'on parle de tes projets universitaires. Avec l'arrivée d'Emma, ils ont besoin d'une maison à 5 chambres. Le bonus de Thierry est insuffisant cette année, et ils sont à court. Je suis resté calme, sentant la direction que cela prenait.
En fait, a dit Amélie, nous avons fait les calculs. Même avec le salaire de Thierry et maman qui aident pour la compte, il nous manque de l'argent. Manque pourquoi ? Ai-je demandé, bien que je connaissais la réponse. Nous devons utiliser ton fonds universitaire, a dit maman sans détour. Tu as déjà des bourses, et l'université communautaire, c'est bien. Tu pourras transférer plus tard, quand les choses se calmeront. Mon fonds universitaire, celui que papa avait constitué avant le divorce, celui que maman avait juré de ne pas toucher, était ma bouée de sauvetage pour couvrir ce que les bourses ne payaient pas. C'est mon argent, ai-je dit calmement. Papa l'a mis de côté pour mon éducation. Amélie a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si égoïste, Clara. C'est pour une maison, pour tes nièces et neveux. Où Emma est censée dormir dans un coin parce que tu veux une université prestigieuse? Ce n'est pas ce que je veux dire, ai-je répondu, la voix stable. J'ai travaillé si dur. J'ai maintenu une moyenne de 4,0 tout en jonglant avec des emplois. Ces bourses ne couvrent pas tout. Prends des prêts comme tout le monde, a rétorqué Amélie. Thierry et moi avons une hypothèque. C'est la réalité. Ou reste ici et va à l'université communautaire. C'est moins cher. Quelque chose en moi s'est brisé. Des années à céder, à mettre Amélie en premier, ont débordé. Non. Le mot est resté en suspens. Maman a cligné des yeux, surprise. Quoi ? Non, ai-je répété, plus fort. Cet argent est pour mon éducation. Papa l'a mis de côté pour moi, pas pour la maison d'Amélie. Le visage de maman s'est durci. Ce n'est pas négociable, Clara. Ta sœur a une famille à la charge. Et moi, j'ai un avenir à construire, ai-je rétorqué, la voix tremblante. J'ai gagné ces bourses. J'ai travaillé tout en maintenant des notes parfaites. Je mérite d'utiliser mon fonds pour l'université. Amélie a ri froidement. S'il te plaît, comme si tu comprenais ce qu'est la responsabilité. Essaie d'élever 3 enfants avant de parler de ce que tu mérites. Les larmes me piquettent les yeux, mais je les ai retenues. Ce n'est pas juste, et vous le savez. Maman s'est levée, la chaise raclant le sol. Ma priorité, c'est mon éducation, ai-je dit. Ce n'est pas mal. Très bien, a dit maman, les bras croisés. Si c'est ta position, tu as un choix. Accepte que l'argent aille à ta sœur ou fais tes valises et débrouille-toi seul. Tu as 17 ans maintenant. L'ultimatum flottait dans l'air. Amélie a souri, sûre que je céderais comme toujours. Mais quelque chose s'était brisé en moi. Des années à être mise de côté, à voir mes besoins passer en dernier. Je me suis levé lentement. Je vais faire mes valises. Leur visage stupéfait aurait presque pu être satisfaisant si je n'avais pas été aussi terrifié. Maman ne s'attendait pas à ce que je choisisse de me défendre. « Ne sois pas ridicule », a ricané Amélie. « Où irais-tu de toute façon ?» Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans ma chambre. J'ai pris un sac de sport et y ai fourré des vêtements, des affaires essentielles, mon ordinateur portable et des documents importants. Les photos de famille sont restées sur les murs. Elles ne m'appartenaient plus. Maman est apparue dans l'encadrement de la porte alors que je fermais le sac. « Tu exagères. Dors là-dessus, on en reparlera demain. » « Il n'y a rien à discuter, ai-je dit, surprise par mon calme. « Vous avez fait votre choix. Je fais le mien. » J'ai traîné mon sac devant elle, pris mon manteau dans le couloir et je suis sorti dans la nuit. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture sur le parking d'un supermarché, utilisant ma veste de travail comme oreiller. Pendant 3 semaines, j'ai maintenu cette routine. 3 emplois, dormir dans ma voiture, me doucher avec un abonnement bon marché à une salle de sport. Je n'en ai parlé à personne. Le 22e jour, ma professeure d'informatique, Madame Sophie Martin, m'a remarqué en train de somnoler à la bibliothèque. Elle m'a doucement réveillé et m'a demandé si j'allais bien. Ses yeux bienveillants ont brisé ma carapace et j'ai tout déballé. Ce soir-là, elle m'a emmené chez elle et m'a montré sa chambre d'amis. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin », a-t-elle dit simplement. Personne ne devrait traverser ça seule. Madame Martin est devenue plus qu'une professeure. Elle est devenue ma guide, ma soutien, la première personne à croire en moi sans condition. Elle m'a aidé à obtenir plus de bourses, à naviguer dans les aides financières et à rédiger une recommandation élogieuse pour un stage qui a changé ma trajectoire. Les conséquences de cette soirée, où j'ai été forcé de partir, ont défini chaque pas que j'ai fait ensuite. Cela m'a appris que j'étais vraiment indépendante, mais que la famille choisie
pouvait offrir plus de soutien que les liens du sang ne l'avaient jamais fait. Surtout, cela a révélé une résilience intérieure que je ne soupçonnais pas jusqu'à ce que les circonstances m'obligent à la découvrir. Grâce au conseil de Madame Martin, j'ai réussi à rassembler assez de subventions, de prix et de petits boulots pour m'inscrire dans une université publique à proximité plutôt que dans l'établissement de mon premier choix. Ce n'était pas l'université de Nantes, mais son département d'informatique était solide, et c'était ce qui comptait pour moi. Mon expérience universitaire contrastait fortement avec celle de mes camarades. Pendant qu'ils participaient à des soirées et à des activités extrascolaires, je jonglais avec plusieurs rôles pour rester solvable. Serveuse dans un restaurant, assistante au service d'assistance technique du campus et développeuse de logiciels indépendante jusqu'au petit matin. Le repos était un luxe rare et les amitiés étaient peu nombreuses. Malgré cette routine exigeante, j'ai maintenu un dossier académique irréprochable. Les cours d'informatique me semblaient intuitifs et j'aidais souvent des camarades en difficulté, y compris une certaine Mia Dubois. Mia, un esprit vif mais désordonné, est devenue ma plus proche amie et future collaboratrice. Nous nous complétions parfaitement, à bien des égards. J'étais organisée et précise. Elle était spontanée et audacieuse. Ma force résidait dans le développement côté serveur, la sienne dans l'esthétique des interfaces et leur convivialité. Ensemble, nous étions imbattables. En 3e année, nous avons commencé à réfléchir à une application de gestion budgétaire destinée aux jeunes adultes. La plupart des options disponibles s'adressaient à ceux qui étaient déjà financièrement stables, pas à des gens comme nous, qui vivions de chèque en chèque. Nous avons vu une opportunité et étions impatientes de la saisir. En utilisant les installations de l'université, nous avons construit une version initiale. Nous l'avons appelée FinEase, un outil permettant de suivre visuellement ses dépenses, de configurer des transferts automatiques pour des économies et de développer des habitudes d'emprunt intelligentes. Nos professeurs étaient enthousiastes, mais plus important encore, nos camarades se trouvaient dans cela extrêmement utile. Après l'obtention de nos diplômes, Mia et moi nous sommes retrouvés à un carrefour, accepter des postes dans de grandes entreprises ou poursuivre notre vision entrepreneuriale. La voie sécurisée me tentait, étant donné mes finances précaires. Pourtant, je me suis souvenu des conseils de Madame Martin. Souvent, les choix les plus audacieux rapportent les plus gros bénéfices. Nous avons sauté le pas, déménageant dans un appartement exigu et infesté d'insectes pour réduire les coûts. Nous avons tout investi dans FinEase. Je programmais en mangeant des nouilles instantanées. Mia peaufinait les designs jusqu'au lever du soleil. Nous avons participé à tous les événements, concours et accélérateurs auxquels nous avions accès. Pendant 6 mois, nous avons essuyé des refus constants. Les investisseurs pensaient que nous manquions de maturité, d'expertise ou de ciblage de marché. Les jeunes adultes ne s'intéressent pas à la gestion de l'argent, a ricané l'un d'eux. Mais nous avons persisté. Notre tournant est arrivé avec un modeste prix de start-up qui nous a permis d'embaucher notre premier employé, un expert en promotion qui a affiné notre discours. Nous avons ajusté notre cible pour viser les jeunes diplômés accablés de dettes plutôt que les étudiants actifs. La plateforme a gagné du terrain lentement, au début, puis rapidement. Elle a été mise en avant dans une publication technologique. Un influenceur financier, avec une audience massive, a promu FinEase, et nos utilisateurs sont passés de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers. Pendant tout ce temps, je pensais parfois à contacter ma famille. Les communications étaient restées minimes depuis cette nuit fatidique. Maman m'a contacté 4 mois plus tard, non pas pour s'excuser, mais pour m'informer qu'elles avaient utilisé mes économies universitaires pour l'acompte de la maison d'Amélie. Papa m'envoyait occasionnellement des messages pour prendre de mes nouvelles, mais nous restions distants. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans le développement de l'entreprise et ma propre croissance. Le temps a filé dans un tourbillon de développement, de réunions et de succès éventuels. Mia et moi avons quitté notre appartement miteux pour un vrai espace de travail. Nous avons engagé plus de programmeurs, de représentants du service client et de professionnels de la communication. FinEase est devenu un système de gestion financière à part entière. 6 ans après le lancement,
nous avons reçu une proposition de rachat d'un géant national de la FinTech. Le montant était colossal, assez pour assurer à Mia et moi une vie confortable plusieurs fois. Après de longues discussions, nous avons accepté. J'avais 29 ans et étais soudainement plus riche que je n'avais jamais rêvé. L'adolescente anxieuse de 17 ans, dormant dans sa voiture, semblait appartenir à une autre vie. Avec la stabilité est venue la capacité de choisir judicieusement, sans désespoir. J'ai investi une grande partie de mes gains, fait des dons à des fonds pour les étudiants pionniers, et j'ai enfin envisagé de créer une véritable maison. Pas seulement un endroit où me reposer entre des heures interminables. Après une longue recherche, j'ai trouvé la perle rare, une charmante maison de style victorien dans un quartier prestigieux. À 1 200 000 d'euros, c'était un investissement important, mais facilement gérable. La propriété de 5 chambres, dégageait chaleur et charme, avec des surfaces en bois poli, de grandes baies vitrées, une véranda à l'avant et un jardin spacieux. Elle nécessitait des rénovations, mais j'en ai vu le potentiel immédiatement. En finalisant les documents d'achat, l'ironie m'a frappé. 15 ans plus tôt, mes économies avaient été vidées pour aider Amélie à agrandir sa maison. Maintenant, grâce à mes seuls efforts, je possédais une maison valant plus d'1 million. Au milieu des rénovations, j'ai reçu un message surprenant de mon père. Il était tombé sur l'histoire de la vente de Finnies sur le web et voulait me féliciter. Notre conversation était gênante, mais elle ouvrait une porte. Il a admis avoir perdu contact après mon départ et se sentait trop honteux pour insister. Il avait mis fin à un autre mariage et était revenu à Nantes. Serais-je ouverte à prendre un verre? Cette rencontre autour d'un thé était tendue mais réparatrice. Papa a exprimé ses regrets pour son absence durant mes moments difficiles. Il a reconnu qu'il savait pour le problème des économies, mais se sentait impuissant à intervenir. Le pardon n'est pas venu immédiatement, mais j'ai apprécié sa franchise. Nous nous sommes engagés à reconstruire nos liens lentement. Au cours de notre discussion, il a mentionné qu'Amélie et Thierry avaient à nouveau des problèmes financiers. Apparemment, ils avaient dû vendre des actifs après que le cabinet de Thierry a réduit ses effectifs. Maman continuait de les aider autant qu'elle le pouvait. Prit, elles n'ont aucune idée de tes réussites, a noté papa. Je n'ai rien dit. J'ai acquiescé, incertaine de mes émotions. Une partie de moi voulait qu'elles voient que j'avais prospéré sans leur aide. Une autre préférait garder mes victoires privées. Alors que les travaux de la maison s'achevaient, j'ai organisé une fête d'inauguration. Après mûre réflexion, j'ai ajouté ma famille à la liste des invités. Mia m'a averti que je risquais d'être déçu, mais je pensais qu'il était essentiel de clore cette période, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai envoyé des invitations formelles à papa, maman, Amélie et Thierry. Papa a répondu rapidement, confirmant sa présence. Maman a appelé, surprise mais disposée à venir. Amélie m'a envoyé un message, impatiente de voir comment tu vas. Nous serons là. Tout était en place pour une réunion que je n'avais pas anticipée, une réunion qui promettait d'être plus intense que prévu. Le jour de l'événement s'est levé, lumineux et agréable. Bien que j'ai veillé tard pour finaliser les détails, je me suis levé à l'aube. Chaque pièce était impeccable. Le salon, avec son canapé moelleux et ses étagères sur mesure, la cuisine haut de gamme avec des plans de travail en granit et des équipements de pointe. La salle à manger pouvait accueillir une douzaine de personnes facilement, et les 5 chambres, élégamment meublées, à l'étage, dont une suite parentale avec une terrasse donnant sur le jardin. Mia est arrivée vers 11 heures, apportant du vin et des décorations. « Tu es sûre de toi ?» a-t-elle demandé, en disposant des fleurs. « Tu peux encore annuler leurs invitations. »« J'ai besoin de clore ce chapitre, » ai-je répondu, l'estomac noué à l'idée de revoir ma mère et ma sœur. Et puis, elles ne sont que 4 parmi 40 invités. Si ça devient gênant, il y aura assez de distractions. L'équipe de traiteurs est arrivée à midi et a installé des buffets sur tout le rez-de-chaussée. À 14 heures, tout était prêt. Nourriture, boissons, musique, et mon anxiété à son comble. Mes collègues du secteur technologique sont arrivés tôt, suivis des voisins. Madame Martin est apparue avec son conjoint, m'enlaçant chaleureusement et murmurant sa fierté. Des amis de l'université, des contacts professionnels
et mon conseiller en investissement ont complété le premier groupe. À 17h, la sonnette a retenti à nouveau. J'ai ouvert et trouvé mon père debout, mal à l'aise, sur les marches, tenant une boîte cadeau. « Papa » ai-je dit, le mot sonnant encore étrange. « Clara » a-t-il répondu, regardant l'intérieur. « C'est impressionnant. » Je l'ai accueilli, lui ai fait une rapide visite et l'ai présenté à quelques invités. Papa semblait sincèrement émerveillé par mon parcours, bien qu'un peu mal à l'aise parmi les professionnels, accomplis qui remplissèrent ma maison. « Ta mère et ta sœur arriveront bientôt », a-t-il mentionné. « Elles viennent ensemble. » J'ai hoché la tête, sirotant mon eau pétillante pour masquer mes nerfs. « Comment vont-elles » Papa a hésité. Les problèmes d'emploi de Thierry les ont durement touchés. Ils ont vendu leur maison l'année dernière et ont emménagé dans un petit appartement. Élodie aide beaucoup avec les enfants. Avant que je puisse répondre, Mia est apparue à mes côtés. « D'autres invités arrivent », a-t-elle dit. « Je crois que ta mère et ta sœur sont parmi eux. » Je me suis ressaisi et me suis dirigé vers l'entrée. Elles étaient là. Élodie, semblant à peine vieillie, malgré les 15 ans écoulés, et Amélie, toujours frappante, mais avec une tension visible autour des yeux. Thierry se tenait derrière elle, plus grisonnant et usé que dans mes souvenirs, accompagné de leurs 3 enfants. Sophie, maintenant adolescente, Liam, presque adolescent, et Emma, environ 11 ans. « Clara », a dit maman, la voix prudente. « Merci de nous accueillir. »« Entrez », ai-je répondu en m'écartant. « Faites comme chez vous. » Les enfants restaient timidement en arrière, visiblement briefés pour bien se tenir. Je leur ai adressé un sourire chaleureux. Je connaissais à peine mes nièces et neveux. « Il y a une salle de jeu à l'étage si vous voulez faire une pause », ai-je proposé. « Première porte à gauche. » Cela a légèrement détendu l'atmosphère. Sophie m'a demandé si j'avais une console de jeu, et quand j'ai confirmé, les enfants se sont précipités à l'étage. « C'est magnifique !» a dit Thierry, après un bref merci, scrutant l'espace avec un regard professionnel. « Les détails de design sont remarquables. »« Merci », ai-je répondu. « Les rénovations ont pris 8 mois, mais ça en valait la peine. »« 8 mois ?» Amélie a haussé un sourcil. « Ça a dû demander une équipe sérieuse. »« En effet, » ai-je répondu, restant brève. « Vous voulez visiter ?» En les guidant à travers la maison, l'attitude d'Amélie est devenue plus calculatrice. Elle a caressé les plans de travail en quartz, jeté un œil dans les espaces de rangement et remarqué le potentiel du grand jardin pour les jeux. Maman suivait en silence, commentant occasionnellement une pièce de décoration ou posant une question sur une caractéristique. « Ça a dû coûter une fortune », a-t-elle dit doucement en arrivant dans la suite parentale. « C'était un grand pas », ai-je admis, mais ma carrière m'a bien servi. « Que fais-tu exactement maintenant ?» a demandé Amélie, s'asseyant sans invitation sur une chaise dans la pièce. Papa a mentionné quelque chose à propos de logiciels. Je leur ai donné un résumé concis de mon parcours, observant leurs expressions passer d'une légère curiosité à une reconnaissance stupéfaite. « Tu as vendu ta start-up pour des millions ?» La voix d'Amélie s'est élevée. « Nous l'avons fait », ai-je confirmé. C'était le bon moment. De retour au rez-de-chaussée, d'autres invités étaient arrivés. J'ai présenté ma famille à Mia, Madame Martin et divers collègues et amis qui connaissaient des bribes de mon histoire. J'ai surpris maman et Amélie en train de murmurer intensément dans un coin. Thierry semblait détaché de leur discussion, s'engageant plutôt avec enthousiasme avec mes contacts de l'industrie technologique. Environ 1 heure après le début de l'événement, j'ai tapoté mon verre pour faire taire la salle. « Merci à tous d'être ici pour célébrer cette étape avec moi », ai-je dit. « Cette maison n'est pas seulement un lieu de vie, c'est le symbole d'un objectif que je pensais autrefois hors de portée. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidé à y arriver. » Alors que je concluais, Amélie s'est avancée. « En tant que sœur de Clara, j'aimerais ajouter quelque chose, a-t-elle dit, avec cette assurance familière de notre enfance. Celle qui lui obtenait toujours ce qu'elle voulait. « La famille, c'est tout ?» a-t-elle continué, posant une main sur mon épaule. Et voir l'incroyable maison de Clara aujourd'hui me fait réaliser à quel point elle serait parfaite pour notre famille. Des murmures confus ont parcouru la salle. Ce qu'Amélie essaie de dire, a interrompu maman doucement, c'est que nous sommes si fiers de Clara d'avoir construit un endroit où la famille peut se réunir. Non, a coupé Amélie, resserrant son emprise. Je veux dire que cette maison est idéale pour ma famille.
Avec l'instabilité professionnelle de Thierry et les enfants ayant besoin de meilleures écoles, nous cherchons un endroit exactement comme celui-ci dans ce quartier précis. Un silence s'est abattu. Même le personnel de traiteur s'est figé. « Amélie !» a commencé Thierry, le visage rougissant. « Ce n'est pas le moment. »« C'est le moment parfait !» a-t-elle insisté. Clara a toujours tenu à la famille. Elle est célibataire, sans enfant et clairement prospère. Cette maison de 5 chambres est trop grande pour une seule personne quand nous avons 3 enfants en croissance qui ont besoin d'espace et de sécurité. Maman a hoché la tête en accord. Je suis resté figé, peinant à assimiler leur audace. Après 15 ans de silence, après avoir pris mon fonds universitaire, elles attendaient maintenant, exigeaient ma maison. « Clara !» a dit maman, son ton glissant vers cette autorité que je connaissais trop bien. « Tu devrais trouver un endroit plus petit. Un loft en centre-ville conviendrait mieux à ton style de vie, et ça représenterait tout pour la famille de ta sœur. » Amélie parcourait déjà le salon, planifiant des changements. Sophie pourrait avoir la chambre avec les grandes fenêtres. Liam adorerait la chambre bleue, et Emma aurait tellement d'espace pour ses affaires dans la petite. Maman a ajouté « Après tout ce qu'Amélie a traversé, elle le mérite. C'est le moins que tu puisses faire en tant que sœur. » La salle était d'un silence mortel, les invités observant avec un mélange de choc et de curiosité. Mia s'est rapprochée, offrant un soutien silencieux. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant un calme étrange au milieu de cette absurdité. « J'ai quelque chose à partager », ai-je dit doucement, sortant mon téléphone. Je l'ai connecté à l'écran du salon, via le système de maison intelligente. En quelques tapotements, j'ai affiché un document. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Amélie, la voix tendue. « Ceci, ai-je dit, est une ordonnance restrictive que j'ai déposée il y a 15 ans, après que vous m'avez forcé à partir le jour de mes 17 ans. » Le document juridique s'est affiché à l'écran, et la salle s'est figée davantage. Les traiteurs restaient immobiles, plateau en main. « De quoi parles-tu » La voix de maman s'est brisée, mêlant confusion et indignation. « Nous ne t'avons pas forcé à partir. Tu as choisi de partir. » Mon ton est resté posé, des années de sang-froid portant leurs fruits. Le jour de mes 17 ans, vous m'avez donné un ultimatum. Laissez mon fonds universitaire pour la compte de la maison d'Amélie, ou partir. Je suis parti. Vous ne m'avez pas arrêté. C'était un malentendu, pas une expulsion, a ricané Amélie, jetant un œil à l'écran. Tu exagères. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 semaines, ai-je dit simplement. En mars, à Nantes. Un murmure a parcouru les invités. Papa s'est rapproché, le visage blême. « Je ne savais pas que c'était si grave, » a-t-il dit doucement. « Tu ne me l'as jamais dit. »« Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» ai-je demandé. Il n'avait pas de réponse. J'ai affiché un autre document. « Ceci est plus révélateur, » ai-je dit. L'écran montrait maintenant des rapports de crédit et des demandes de prêt à mon nom, datés peu après mon départ de la maison. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Thierry, se penchant, son expertise financière prenant le dessus. Après mon départ, quelqu'un a ouvert 4 cartes de crédit et un prêt personnel à mon nom, ai-je expliqué. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale, mon acte de naissance et assez de détails pour passer la vérification. La dette totalisait un peu plus de 50 000 €. Le visage de maman a blanchi. Amélie s'est soudainement concentrée sur son verre. Heureusement, ai-je continué, l'enquêteur avec qui j'ai travaillé était minutieux. Les cartes de crédit ont été utilisées dans des magasins où Amélie faisait ses achats. Les fonds du prêt sont allés sur un compte qui a ensuite transféré exactement le même montant sur votre compte commun, Thierry. Thierry s'est tourné vers Amélie, la voix basse. Tu avais dit que cet argent était un cadeau de ta mère pour la compte. C'était le cas, a insisté Amélie. Maman l'a organisé. En commettant un vol d'identité contre ta propre fille, a coupé Madame Martin, son calme habituel, cédant à une protection farouche. C'est un crime, au cas où vous ne le sauriez pas. Il doit y avoir une erreur, a balbutié maman. Voici le rapport de police que j'ai déposé, ai-je dit, affichant un autre document. J'avais assez de preuves pour porter plainte pour vol d'identité et fraude. L'enquêteur était particulièrement intéressé par la demande de prêt. J'ai zoomé sur une signature où quelqu'un avait essayé de falsifier la mienne, mais avait mal orthographié mon deuxième prénom. La main d'Amélie tremblait tellement qu'elle a failli lâcher son verre. Si tu as porté plainte,
Pourquoi n'avons-nous pas été arrêtés a-t-elle demandé, la voix vacillante. Je n'ai pas poussé l'affaire, ai-je dit simplement. J'avais 17 ans, j'avais peur, et malgré tout, vous étiez toujours ma famille. J'ai conclu un accord avec l'inspecteur. Je rembourserai moi-même les dettes frauduleuses s'il documentait tout, mais suspendait les poursuites. J'ai affiché un autre document. Voici le registre des paiements. Chaque centime de ces 50 000 €, plus les intérêts, remboursés sur 4 ans pendant que je travaillais à 3 emplois, dormais 3 heures par nuit et vivais de nouilles instantanées pour finir l'université et effacer des dettes que je n'avais pas contractées. Thierry semblait malade. Je n'en avais aucune idée, a-t-il murmuré. Amélie disait que ta mère avait couvert la compte comme un cadeau. Juste une seule par an, ai-je corrigé doucement. Et ce n'était pas un cadeau, c'était un vol. Maman a enfin pris la parole. Sa voix tranchante. Tu déformes tout pour te faire passer pour une victime. Nous avons toujours fait ce que nous pouvions pour toi. Parfois, les familles doivent faire des choix difficiles pour le bien commun. Le bien commun ? La voix de papa s'est élevée, surprenant tout le monde. Élodie, elle avait 17 ans, c'était notre fille, et tu lui as volé son argent. Maman s'est tournée vers lui, furieuse. Ne viens pas me faire la morale, Michel. Tu es parti, tu m'as laissé tout gérer. Je t'ai quitté, pas nos filles, a-t-il rétorqué. Et je n'ai jamais approuvé le vol du fonds universitaire de Clara, ni la fraude en son nom. Je savais pour le fond, a-t-il admis en se tournant vers moi. Je suis désolé de ne pas avoir insisté davantage pour toi, mais les cartes de crédit, le prêt, je n'en avais aucune idée. J'ai hoché la tête, acceptant ses excuses partielles pour ce qu'elles valaient. Amélie, voyant son soutien s'effriter, a changé de tactique. C'était une période difficile, a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. Nous avions un nouveau-né, besoin d'une maison. Maman voulait juste aider, et tu n'étais pas là pour qu'on te demande. Peut-être, ai-je répondu, mais ça n'excuse pas la fraude. J'ai affiché un autre document. Ça pourrait t'intéresser, Thierry. En enquêtant sur le vol d'identité, j'ai découvert plus d'informations sur les finances de votre famille. Ce sont des relevés de 7 entreprises ratées qu'Amélie a financées sans que tu le saches, en utilisant des comptes communs. Les pertes totalisent plus de 250 000 € sur 9 ans. Le visage de Thierry s'est vidé de toutes couleurs. Quelles entreprises ? Une boulangerie artisanale d'une amie, un food truck d'un cousin, une box d'abonnement premium pour des cosmétiques éco-responsables, pour n'en nommer que quelques-unes, ai-je énuméré. Toutes sont échouées en quelques mois. Toutes ont été soutenues par des sommes importantes provenant de vos comptes communs. C'était moins des prêts à des amis, a dit Amélie faiblement. Ils étaient censés rembourser avec intérêt. C'est pour ça que tu as caché les transactions ? Ai-je demandé. L'atmosphère dans la pièce était étouffante. Les invités se déplaçaient maladroitement, incertains s'ils devaient rester pour ce déballage profondément personnel. Je pense, ai-je dit fort, que nous nous sommes égarés. Vous êtes venus aujourd'hui pour réclamer ma maison, pensant que je sacrifierais une fois de plus mes besoins pour les exigences d'Amélie. J'en ai fini avec ça. Donc, tu vas laisser la famille de ta sœur galérer, a demandé maman. Où est ton cœur ? Mon cœur ? J'ai laissé échapper un rire sans joie. Où était ton cœur quand je dormais dans ma voiture en mars ? Où était-il quand vous avez volé mon identité et m'avez endetté avant même que je commence l'université ? Maman a ouvert la bouche, mais l'a refermée sans un mot. Je n'abandonne personne, ai-je dit, radoucissant mon ton. Mais je ne vais pas céder ma maison. Si vous avez besoin d'aide, je suis ouverte à créer des fonds universitaires pour Sophie, Liam et Emma. Ils n'y sont pour rien. Et j'aimerais apprendre à connaître mes nièces et neveux. Nous n'avons pas besoin de ta pitié, a rétorqué Amélie, bien que l'expression de Thierry suggérait le contraire. Ce n'est pas de la pitié, ai-je dit. C'est la famille qui soutient la famille, correctement. Maman a attrapé son sac. On en a assez entendu. Amélie, les enfants, on s'en va ? Les enfants jouent à l'étage, lui ai-je rappelé. Et Thierry pourrait vouloir rester. Thierry a hoché la tête lentement. Je dois comprendre nos finances, a-t-il dit. Les enfants peuvent tout rester encore un peu. Très bien, a lâché maman. Amélie, on part. Alors qu'elle sortait, Mia s'est avancée. C'est mieux ainsi, a-t-elle dit. C'est la fête de Clara, pas une scène pour essayer de prendre sa propriété. Le visage de maman s'est empourpré. Comment oses-tu ?
C'est privé. Exactement, a répondu Mia. Et la famille choisie de Clara est ici pour elle. Vous devriez peut-être réfléchir à ce que signifie vraiment le soutien familial avant de revenir. Après leur départ, la fête a lentement retrouvé son rythme, bien que le drame ait dominé les conversations. Thierry est resté dans un coin, discutant discrètement avec mon conseiller financier et jetant des coups d'œil à son téléphone pour lire les messages d'Amélie. Alors que les invités partaient, peu à peu, il s'est approché de moi. « Je te dois des excuses », a-t-il dit formellement. Je ne savais rien du vol d'identité ni des investissements. Je savais pour le fonds universitaire, mais Amélie m'avait dit que tu étais d'accord. Savoir la vérité, aurait-il changé quelque chose ? Ai-je demandé. Il a marqué une pause. J'aimerais le croire, mais à l'époque, j'étais obnubilé par le statut et la richesse. Et voir ce que tu as construit toute seule, a-t-il dit en regardant autour de lui, me montre à quel point mes priorités étaient erronées. Et maintenant, Towie, ai-je demandé. Une discussion difficile avec Amélie, a-t-il dit sombrement. Et probablement un avocat pour le divorce. Les tromperies financières sont trop graves pour être ignorées. J'ai ressenti une surprenante pointe de sympathie pour Amélie. Malgré ses défauts, je ne voulais pas que son mariage s'effondre. J'étais sérieuse à propos des fonds universitaires pour les enfants, lui ai-je dit. Peu importe ce qui se passe entre toi et Amélie. Il a hoché la tête avec gratitude. Ils aimeraient découvrir leur tante. Sophie s'intéresse au codage, d'ailleurs. Après que Thierry est parti chercher les enfants, Mia et moi avons commencé à ranger. C'était la pendaison de crémaillère la plus folle à laquelle j'ai jamais assisté, a-t-elle dit, en remplissant le lave-vaisselle. J'ai ri, me sentant plus légère que depuis des années. Pas la résolution que j'imaginais, mais une résolution tout de même. Penses-tu qu'elles reprendront contact, ta mère et Amélie ? A-t-elle demandé. Quand elles auront besoin de quelque chose, ai-je dit, en fermant le lave-vaisselle. Mais je suis prête maintenant. Fini d'être une carpette. Alors que le dernier invité partait et que le calme s'installait dans ma maison, j'ai parcouru chaque pièce, absorbant ce que j'avais construit. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un témoignage de persévérance, d'effort et du courage de tenir bon quand cela comptait le plus. Les jours suivants furent étonnamment calmes. Je m'attendais à ce que maman et Amélie me bombardent. Appels furieux, textos culpabilisants, peut-être même une visite surprise. Au lieu de cela, silence. Thierry m'a appelé pour me rencontrer dans un café près de son bureau. « Amélie est chez ta mère », a-t-il dit autour d'un café, 3 jours plus tard. Elle a les enfants pour l'instant, mais nous travaillons sur une garde partagée pendant qu'on règle les choses. « Je suis désolé pour ton mariage », ai-je dit sincèrement. Il a haussé les épaules, semblant épuisé mais soulagé. « Après ta fête, j'ai fouillé dans nos finances. C'est pire que ce que tu as dit. Nous ne luttons pas seulement. Nous sommes au bord de la faillite. »« Comment ?» ai-je demandé. « Tu avais un bon poste au cabinet. »« J'avais, » a-t-il corrigé. « J'ai été licencié il y a 8 mois. Restructuration. Je travaille en freelance comme consultant financier, gagnant une fraction de ce que je touchais avant. » Pendant ce temps, Amélie continuait à dépenser comme si rien n'avait changé. Il a fait glisser un dossier sur la table. Ce sont des relevés de compte dont j'ignorais l'existence. Carte de crédit à leur maximum, prêt que je n'ai pas signé, une 2e hypothèque sur la maison avant qu'on la vende. En parcourant les documents, j'ai ressenti un frisson de reconnaissance. Elle et maman ont fait la même chose qu'à moi, ai-je dit, mais à une plus grande échelle, a-t-il confirmé sombrement. On parle de près de 300 000 € de dette. Et maintenant, ai-je demandé, la faillite est probable, a-t-il admis. J'ai hoché la tête. Mon offre pour les fonds universitaires tient toujours. Je peux créer des comptes strictement pour l'éducation des enfants. Ça représenterait énormément, a dit Thierry, la voix pleine d'une gratitude sincère. Et peut-être, pourrais-tu passer du temps avec les enfants de temps en temps ? Ils ont besoin d'adultes stables dans leur vie en ce moment. Cette conversation a marqué un tournant pour moi, Thierry et les enfants. Ils étaient brillants, curieux et traversèrent le conflit de leurs parents avec une force remarquable. Environ 3 semaines après la pendaison de crémaillère, papa m'a invité à dîner. Autour d'un risotto, dans un petit restaurant chaleureux, il s'est ouvert sur des années de tumultes familiaux. « Je t'ai laissé tomber », a-t-il admis franchement. Après le divorce,
Élodie a rendu presque impossible le contact, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû me battre plus fort pour être dans ta vie. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Ai-je demandé, posant une question que je portais depuis 15 ans. Il a soupiré profondément. La culpabilité principalement. Le divorce était de mon fait. J'ai eu une liaison avec ma deuxième femme avant de partir. Élodie le savait et s'en est servi pour tout contrôler, y compris mes contacts avec toi et Amélie. Cette révélation a remodelé ma compréhension des dynamiques familiales, bien que cela n'excuse pas son absence. J'ai aussi échoué à protéger ton fonds universitaire, a-t-il poursuivi. Il était sur un compte partagé avec Élodie. Je lui faisais confiance pour le gérer équitablement, malgré nos différends. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'avais trop honte pour t'affronter. Tu aurais pu aider quand je dormais dans ma voiture, ai-je dit. Je ne savais pas, a-t-il répondu. Élodie m'a dit que tu restais chez une amie d'école. Quand j'ai appris la vérité, des mois avaient fait passer, et tu ne répondais pas à mes messages. Nous avons parlé pendant des heures, démêlant des années de malentendus, de demi-vérités et de tromperies flagrantes. Papa n'était pas innocent, mais je voyais qu'il avait été manipulé par maman presque autant que moi. Ta mère n'a pas toujours été comme ça, a-t-il dit. Après la naissance d'Amélie, quelque chose a changé. Elle est devenue obsédée par l'idée de lui offrir une vie parfaite, souvent à tes dépens. J'ai essayé de pousser pour un équilibre, pour te défendre, mais ça ne faisait que déclencher plus de disputes. Pourquoi ce favoritisme ? Ai-je demandé, posant la question qui avait hanté mon enfance. Il y a réfléchi soigneusement. Amélie était comme Élodie, la version qu'elle aurait voulu être. Charmante, sociable, conventionnelle. Toi, tu me ressembles plus. Logique, autonome, curieuse. Je pense que ça l'intimidait. Le premier contact d'Amélie est arrivé 3 jours après mon dîner avec papa. Un long courriel mêlant excuses et défensives. Elle a admis le vol d'identité, mais l'a attribué à une détresse financière et à l'influence de maman. Elle a exprimé des regrets pour la scène à la pendaison de crémaillère, mais a soutenu que les besoins de sa famille surpassaient mon extravagance. Typique d'Amélie, a commenté Mia en lisant le courriel. S'excuser sans vraiment assumer. Au moins, elle admet quelque chose, ai-je dit, me sentant plus à l'aise maintenant que j'étais hors de sa portée. C'est un pas. L'approche de maman était plus directe. Elle appelait tous les jours, laissant des messages vocaux oscillants entre accusations et supplications larmoyantes. « Les familles se pardonnent », a-t-elle dit dans l'un d'eux. « Nous avons fait des erreurs, mais toi aussi en nous humiliant devant tes invités. » Je n'ai pas répondu immédiatement, travaillant plutôt avec ma thérapeute, Dr Laura Dupont, pour établir des limites fermes. « Ta mère et ta sœur montrent des schémas manipulateurs classiques », a noté Dr Dupont lors d'une séance. « Elles sont habituées à ce que tu cèdes. Tes limites sont nouvelles et déstabilisantes pour elles. Je me sens parfois coupable, ai-je admis, surtout pour les enfants, coincés au milieu. C'est normal, m'a-t-elle rassuré. Mais tu montres à ces enfants ce que sont des limites saines. Les soutenir directement avec des fonds universitaires et du temps, c'est un vrai soutien familial, pas le genre conditionnel que tu as reçu. » Au cours des mois suivants, la situation d'Amélie et Thierry s'est détériorée. Leur procédure de divorce a révélé encore plus de tromperies financières. Thierry a déposé le bilan comme prévu. Amélie et les enfants sont restés dans le petit appartement de maman, qui devenait tendu et surpeuplé. 7 mois après la pendaison de crémaillère, Thierry a décroché un emploi plus stable dans une entreprise de taille moyenne et a loué un appartement de 3 chambres. Il avait les enfants 1 semaine sur 2, selon leur accord de garde. Pendant ces semaines, je rendais souvent visite à Sophie, l'aidant avec ses projets de codage ou simplement étant une présence stable. Lors d'une visite, Thierry a mentionné qu'Amélie avait commencé une thérapie. Son thérapeute pense que ça aidera avec le divorce et les problèmes d'argent, a-t-il dit. Je suis sceptique, mais c'est quelque chose. À peu près au même moment, j'ai accepté de rencontrer maman pour un thé. La conversation était tendue, mais civile. Elle semblait usée, vieillie par les 7 derniers mois. Vivre avec Amélie et les enfants, c'est dur, a-t-elle dit. Pas d'espace, pas de calme, et ses dépenses? Elle s'est tue, secouant la tête. Tu as encouragé ses dépenses, ai-je fait remarquer doucement. Je voulais qu'elle ait ce que je n'ai jamais eu, a dit maman, dans un rare moment de clarté.
J'ai grandi avec rien, des vêtements d'occasion, pas de luxe. J'ai juré que ma fille aurait mieux. Tu avais 2 filles, lui ai-je rappelé. Elle a eu l'air penaude. Je sais, je me disais que tu étais plus forte, plus autonome, que tu n'avais pas besoin d'autant d'aide. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était ce que j'obtiendrais de plus proche. Ces années de tromperie financière m'ont montré que le comportement de maman allait au-delà du favoritisme, suggérant des problèmes plus profonds de contrôle, d'entitlement et peut-être de troubles de santé mentale non traités. Pendant ce temps, la thérapie d'Amélie semblait porter ses fruits. Nos dîners hebdomadaires avec les enfants sont passés de tendus à prudemment chaleureux. Elle a pris un emploi de réceptionniste dans une entreprise à proximité, son premier travail stable depuis son mariage, et a emménagé dans un modeste appartement quand rester chez maman est devenu insoutenable. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seule, a-t-elle admis lors d'une conversation. Maman gérait tout, puis Thierry a pris le relais. Quand tout s'est effondré, j'étais perdu. J'ai ressenti une empathie inattendue en la regardant lutter avec des tâches d'adulte de base, comme la gestion d'un budget et l'entretien d'un foyer. Comme moi, Amélie avait été façonnée par la dysfonction de maman, mais différemment. Son statut de favorite avait entravé sa capacité à développer indépendance et résilience. Les enfants s'adaptaient à leur nouvelle réalité avec une facilité surprenante. Sophie, maintenant âgée de 12 ans, excellait dans le club de codage que je lui avais recommandé. Liam a développé une passion pour l'astronomie que ni Amélie ni Thierry n'avaient remarqué. L'amour d'Emma pour les animaux s'est transformé en un intérêt plus large pour la biologie. J'ai créé des fonds universitaires pour chacun, avec des conditions strictes garantissant que l'argent soit utilisé uniquement pour l'éducation, une protection contre les erreurs du passé. Thierry et moi avons construit un lien inattendu, basé sur un respect mutuel. Il a affronté le désastre financier de front, reconstruisant lentement son crédit et sa carrière tout en devenant un père plus impliqué qu'il ne l'avait été pendant son mariage. La faillite a été humiliante, a-t-il admis, mais ça m'a forcé à être honnête avec moi-même. Tous les liens n'ont pas pu être réparés, cependant. Maman continuait d'esquiver une vraie responsabilité, offrant des excuses à demi-mot mêlés de justifications. Lors d'un déjeuner tendu, elle a suggéré que mon succès venait en partie de son amour strict. « Si nous ne t'avions pas poussé à partir, aurais-tu eu la même fougue ?» a-t-elle médité, comme si mon sans-abrisme était une leçon planifiée, pas un abandon. J'ai posé ma cuillère soigneusement. C'est comme dire que la maltraitance forge le caractère. J'ai survécu malgré ce que vous avez fait, pas à cause de ça. Elle a rapidement changé de sujet, toujours mal à l'aise avec les confrontations directes. Ces moments ont confirmé l'analyse de Dr Dupont. Bien que maman puisse ajuster son comportement pour maintenir le contact, un véritable remords ou une prise de conscience pourrait ne jamais venir. Certaines personnes ne peuvent pas gérer l'introspection nécessaire pour un vrai changement, a dit Dr Dupont. Tu peux fixer tes attentes et décider quel type de relation limitée, si tant est qu'il y en ait une, te convient. À l'approche du premier anniversaire de la possession de ma maison, j'avais établi des limites fermes pour les interactions familiales, dîner mensuel avec Amélie et les enfants, thé occasionnel avec maman, rencontres régulières avec papa et visites fréquentes avec les enfants pendant les semaines de garde de Thierry. Pour célébrer cette étape, j'ai organisé une réunion modeste, bien loin de la fastueuse pendaison de crémaillère de l'année précédente. Mia est venue avec son nouveau partenaire. Madame Martin et son conjoint se sont joints à nous. Papa est arrivé avec sa petite amie stable, Karen. Thierry a amené les enfants pour quelques heures. Même Amélie est passée brièvement, son attitude étonnamment chaleureuse. Maman, cependant, ne s'est pas présentée. Elle a décliné après que j'ai refusé d'inviter certains membres toxiques de la famille qu'elle avait poussé à inclure. Une petite mais significative victoire dans ma capacité à tenir bon. Alors que la soirée se déroulait et que les invités savouraient le dessert sur la terrasse, Sophie s'est approchée avec sa tablette. « Tante Clara, peux-tu vérifier mon code ? Je travaille sur une application, mais l'interface bug. » Nous nous sommes assises sur le banc de la terrasse, déboguant son script Python, tandis que les lucioles scintillaient dans la lumière déclinante. Ce moment calme
et aider ma nièce pendant que la famille se soutenait de manière saine m'a noué la gorge. J'ai essuyé une larme. « Ça va ?» a demandé Sophie, remarquant mon expression. « Mieux que ça, » ai-je dit. « Vraiment heureuse ici. » Après le départ de tout le monde, j'ai erré dans ma maison, véritablement mienne à tous les sens. Ce n'était pas seulement un abri, c'était un refuge contre les schémas familiaux destructeurs qui m'avaient presque brisé. Dans ces murs, j'avais construit de nouvelles traditions, des relations et une définition de la famille ancrée dans le respect mutuel, pas dans l'obligation ou la manipulation. Mon chemin, de dormir dans ma voiture à 17 ans à posséder cette belle maison à 30 ans, ne concernait pas seulement le succès financier. Il s'agissait de réclamer ma valeur, de tracer des lignes claires et de construire une vie qui reflétait mes principes, pas les exigences des autres. Mes relations avec ma famille seraient probablement toujours complexes. Maman pourrait ne jamais assumer pleinement la douleur qu'elle a causée. La croissance d'Amélie pourrait stagner. Les efforts de papa pour renouer ne pouvaient effacer des années d'absence. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation pour me sentir complète. L'adolescente effrayée de 17 ans, qui s'était éloignée de la maison de son enfance, sans nulle part où aller, avait trouvé non seulement la sécurité, mais la résilience. Elle avait appris que la famille est souvent choisie, pas héritée, et que tenir fermement à sa vérité, aussi difficile soit-il, mène à des liens authentiques, pas à des gestes vides de devoir. En ce royaume, sirotant une tisane à la camomille sur ma véranda, contemplant les étoiles dans le ciel doux de septembre, j'ai ressenti une paix profonde. Le voyage n'avait pas été facile, mais il m'avait mené exactement là où je devais être, chez moi, dans tous les sens du terme. Et c'est la fin de cette histoire. Ce qui me marque, c'est comment parfois être abandonné ou trahi est exactement le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour construire une vie bien plus grande que ce qui lui a été volé. Dans Minecraft, on peut tout perdre dans une explosion de creepers et revenir plus fort avec un meilleur équipement. La vraie vie n'est pas si différente. On reconstruit, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'on ait créé quelque chose que personne ne peut vous enlever. Merci d'être resté avec moi ce soir. Je vais continuer à creuser ici, mais ne partez pas trop loin. D'autres histoires incroyables de Reddit sont juste au coin.